Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous. Voici les titres. Fini la grève des bacheliers non-voyants. L'État, après plusieurs jours de grogne, l'État a décidé donc de satisfaire leurs doléances. Leurs études supérieures ne sont plus menacées. Affaire des 600 véhicules qui auraient été volés par l'ancien régime. Omar Sarr dégage la responsabilité des anciens gouvernants. Le coordonnateur national du PDS était l'invité du grand jury. Il s'est prononcé aussi sur la cour de répression de l'enrichissement illicite. Dans ce journal, vous aurez des images qui parlent d'elles-mêmes avec le retour des feux tricolores dans les carrefours de Dakar. La mairie a injecté 2 milliards CFA pour rendre fluide la circulation. La page des sports et le portrait de ce soir complète ce journal. Ce sera un zoom sur Pierre Goudiaby Atepa. La paix définitive en Casamance, c'est le cri de cœur de l'architecte. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Affaire des véhicules volés, des véhicules de la présidence. Omar Sarr pour une confrontation publique en vue de faire la lumière sur les 600 véhicules dits volés par le régime sortant. Selon le nouveau pouvoir, le coordonnateur national du PDS s'est également prononcé sur la réactivation de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Vous aurez certainement dans nos prochaines éditions ces images qui étaient dans l'émission du Grand Jury, une émission de ce dimanche animée par Mamoudou Ibrakan. Également Omar Sarr, si on a d'autres images, s'est prononcé dans un autre registre. Il parle de la pression internationale de la France et des États-Unis qui serait à l'origine de la défaite de Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle. Omar Sarr, suivez. Déjà 6 mois, il y a eu presque une situation insurrectionnelle créée dans le pays avec des manifestations continues. Ensuite, il y a eu ce que nous avons appelé quand même une coalition internationale contre le pays. Les États-Unis qui se sont exprimés contre la candidature du président. La France qui a utilisé disons tout son système. Oui. Au moins au niveau des déclarations, vous avez vu par exemple Alain Juppé attaquer au niveau de l'Assemblée nationale, attaquer durement le président Abdoulaye Wade avant les élections. Vous avez vu Sarkozy qui ne s'est pas prononcé officiellement, mais on sait qu'ils étaient avec le candidat en ce moment, le candidat Macky Sall. Voilà, c'était là Omar Sarr, le coordonnateur national du PDS qui se prononçait dans l'émission Le Grand Jury de ce dimanche, animé par Mamoudou Ibrakan. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Les bacheliers non-voyants qui suspendent leur mot d'ordre de grève en attendant la signature du protocole d'accord prévu demain lundi. Ils ont été reçus ce dimanche par le ministre de l'Enseignement supérieur qui leur a promis d'œuvrer pleinement pour leur permettre de poursuivre leurs études supérieures. Pour rappel, depuis plus d'une semaine, ces bacheliers non-voyants occupaient les locaux du gouvernement. Marie-Christine Mendy à Tanarba. Fini les nuits à la belle étoile pour ces bacheliers non-voyants. Le ministre de l'Enseignement supérieur a promis de s'investir pour qu'ils puissent continuer leurs études. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas garantir que dans une université étrangère, un étudiant sénégalais aura une préinscription. Il soumet son dossier. Et c'est sur la base de critères pédagogiques exclusivement que cette université-là va se prononcer. Mais nous ferons toutes les diligences nécessaires, nous entreprendrons toutes les démarches pour que ces compatriotes que nous avons, qui ont du mérite et qui méritent l'assistance de la nation, soient accompagnés dans leur démarche et dans leur volonté de poursuivre leurs études. Suffisant pour que ces jeunes mettent fin à leur mouvement d'humeur. La rencontre a répondu vraiment favorablement parce qu'on a posé tous nos points. Ils ont apporté une réponse qui nous est vraiment favorable. C'est pourquoi nous décidons de lever ce sitting pour venir signer le protocole d'accord pour pouvoir faire une déclaration définitive. Depuis une semaine, ces 8 handicapés visuels sont en sitting devant le siège du gouvernement. Ils avaient même menacé d'observer une grève de la faim et avaient marché sur le palais pour être reçus par le président Macky Sall.
Dans le sud du pays, c'est la grogne des étudiants de Ziguinchor. Ils dénoncent l'insuffisance du budget qui leur est alloué pour dérouler 14 masters. C'est une correspondance de Bakary Conté et de Tcherno Laurent Mendy pour les images. Créée en 2007, l'université de Ziguinchor compte aujourd'hui 4000 étudiants. 14 masters sont ouverts à Ziguinchor, mais le budget de fonctionnement est insuffisant selon les étudiants. Je vous donne un exemple. L'université de Thiès, nous avons 1000 étudiants de plus que l'université de Thiès. Nous avons ouvert quasiment 13 à 14 masters. L'université de Thiès n'a que 2000 étudiants. Nous avons presque 4000 étudiants. Et l'université de Thiès a 1 milliard de plus sur le budget annuel. Bon, cette injustice était pharaonique, nous l'avons beau crier, mais ça n'a pas abouti. Je crois qu'avec le nouveau régime qu'ils sont là, parce qu'ils ont dit qu'ils vont combattre l'injustice, je crois que ça va faire partie de leur élément phare pour combattre cette injustice. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment l'université de Thiès peut avoir 1 milliard de plus que l'université de Ziguinchor, alors que nous avons plus d'étudiants que l'université de Thiès. Nous avons ouvert quasiment 14 masters, donc au nom de quoi? Donc j'aimerais que le nouveau gouvernement qui est là, le nouveau régime, qu'il pallie à ces injustices-là. Ces étudiants demandent par ailleurs aux élèves des lycées et collèges du Sénégal de regagner les salles de classe afin de sauver l'année scolaire. Dans de matériel médical estimé à 35 millions de francs CFA et pose de la première pierre d'une structure sanitaire, c'est l'œuvre du Haut Commissariat pour les réfugiés destiné aux populations mauritaniennes déplacées au nord, une manière de contribuer à l'insertion et à la protection des réfugiés qui ont choisi de rester au Sénégal. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Diatala et Yaya Diallo. Après avoir facilité le retour de 24 000 réfugiés mauritaniens, l'HCR, dans sa mission de protection des déplacés, a offert du matériel médical aux réfugiés du Nord désireux de l'intégration. L'organisation a également procédé à la pose de la première pierre d'une structure de santé pour un meilleur accès aux soins de santé aux réfugiés de Niangue-Diaou. Ce projet est évalué aux environs de 35 millions de francs CFA. Il y a pas mal de réfugiés qui ont décidé de rentrer, de retourner en Mauritanie, mais il y a un bon nombre encore qui a décidé aussi de rester au Sénégal et de vivre avec la population locale. Donc c'est pour cette raison que le HCR a fait ce geste aujourd'hui. Les bénéficiaires ont salué l'action. Ils déplorent cependant la lenteur notée dans la confection des cartes d'identité. S'il y a un seul puits, tous les réfugiés en profitent. Si on construit une école dans un quartier, c'est comme si elle était à tous les réfugiés. Nous avons quelques difficultés cependant dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pêche. La carte de réfugié, certains en bénéficient contrairement à d'autres. On aurait souhaité récupérer nos cartes pour pouvoir voyager dans des conditions normales. Les autorités du HCR, conscientes du préjudice, rassurent les demandeurs. Nous avons déjà recensé les réfugiés sur toute l'étendue du territoire sénégalais et nous voudrions maintenant passer à la phase de distribution. Et cette phase de distribution, nous allons faire appel vraiment aux autorités locales pour nous aider à faire cette distribution. Donc ce n'est qu'une question de temps, mais les cartes, la majorité de ces cartes-là ont déjà été confectionnées. Le Haut Commissariat des réfugiés ne compte pas s'arrêter en chemin pour faciliter l'insertion socio-économique des réfugiés qui ont choisi de rester dans leur terre d'accueil, en construisant des écoles, des structures sanitaires et en encourageant les réfugiés à travailler la terre. Cap à présent sur Fass-Boye, c'est dans la localité de Tivaouane. Les femmes transformatrices de produits halieutiques prennent leur mal en patience. Un manque d'infrastructures criard est dénoncé par ces braves dames dans ce secteur qui regorge pourtant d'énormes potentialités. Leur cri de cœur, l'appui des autorités, nous dit Nafissatou Sila, image Madani Marega. Fass-Boye débarque près de 12 000 tonnes de poissons par an. La pêche représente l'activité principale après le maraîchage. La transformation des produits halieutiques est réservée aux femmes, mais elle demeure un secteur à problème. On ne possède aucun matériel de travail adéquat. On n'a pas de clôture et les routes font défaut. On commence notre travail à 6 h du matin pour rentrer à 19 h. Et il n'y a même pas d'électricité. On travaille toute la journée sous le soleil. Nous faisons même le fumage sur le sable.
En plus du manque criard d'infrastructures, ces femmes déplorent le mauvais état des routes qui constitue un frein pour acheminer leurs produits vers d'autres localités. Notre commerce ne marche plus. Les routes sont impraticables, raison pour laquelle les clients ne veulent pas venir jusqu'ici. Chaque année, les ministres nous font que des promesses. En dépit de toutes ces difficultés, les femmes de Fass-Boye se tuent à la tâche et leurs produits se retrouvent souvent au-delà de nos frontières. Nous faisons du fumage, du séchage, du braisage et du salage. Nous avons plusieurs spécialités et nous faisons même du sans-sel. Des Burkinabés et des Togolais viennent s'approvisionner ici même. À Fass-Boye, l'activité de pêche se déroule toute l'année. Aujourd'hui, les pêcheurs et ces transformatrices de poissons portent leur espoir sur les nouvelles autorités pour la relance de leur principale activité commerciale. Et revoilà les feux tricolores sur les carrefours de la capitale pour une meilleure fluidité de la circulation à Dakar. Ces panneaux de signalisation lumineuse reprennent leurs droits grâce à la mairie de la ville pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Suivez ce reportage de Chérif Dia et de Madani Mariga. C'est peut-être le début de la fin des embouteillages monstres à Dakar avec le retour des feux tricolores. Depuis quelque temps, ils sont visibles sur les principaux carrefours de la capitale. Cette nouvelle politique de la municipalité entre dans le cadre d'une démarche visant à améliorer la mobilité au niveau de la ville de Dakar. C'est un projet qui s'étend sur toutes les localités de la ville, dans la zone allant du Cap Manuel au rond-point de Cambérène. Les usagers aussi fondent beaucoup d'espoir sur ces feux tricolores qui vont rendre la circulation plus fluide. Nous remarquons une amélioration au niveau de la circulation, mais encore faudrait-il que les chauffeurs respectent ces feux. C'est une aubaine pour les chauffeurs car la circulation s'améliore davantage, même si parfois je constate une petite lenteur au niveau de certaines intersections. C'est appréciable dans la mesure où non seulement ça facilite la fluidité de la route, ça facilite le mouvement des véhicules, mais aussi le mouvement des personnes. C'est une chose très importante. Modernes, ces panneaux sont installés sur 68 intersections pour un coût de 2 milliards 140 millions de francs CFA, financé par la mairie de Dakar. Un système centralisé, piloté par informatique. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous disposons au niveau de notre poste de contrôle basé ici dans nos locaux d'un système informatique qui nous permet de suivre en temps réel le fonctionnement des feux, d'intervenir en cas de problème et de réguler leur marche selon en tout cas les nécessités de la fluidité de la circulation. Le respect et l'entretien de ces moyens de régulation de la circulation urbaine restent un grand défi pour les usagers. Je demande à ce que aussi, quand on fait des éléments du genre pour des citoyens, il faudrait qu'ils fassent tout pour les préserver, qu'ils les traitent avec discipline, qu'ils respectent les règles morales, religieuses et civiques. Sans quoi on ne peut rien faire. L'objectif du développement passe inévitablement par la discipline, par l'obéissance, par l'adhésion à des règles éthiques. La mise en service de ces feux tricolores va alléger le travail des agents de police qui jusque-là étaient chargés de réguler la circulation. Chérif Dia, merci. Une note de culture à présent. Avant la page des sports, le Dakar poursuit son bonhomme de chemin. L'on s'intéresse ce soir aux artistes handicapés de l'association dénommée Colombin. Le centre s'investit pour la réinsertion sociale, j'y arrive, des sourds-muets, déficients mentaux et autres handicaps. Leur partition à la 10e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain est salutaire, nous dit Ibou Diouf. Ababakar Gueye. De l'air pour l'air à l'art utile, l'association colombine veut être au service des handicapés, à l'image de ce sourd-muet qui a du mal à expliquer son œuvre. Ils sont nombreux les malentendants, déficients mentaux et autres handicapés moteurs
à être initiés dans cette structure. Un jour, je lis dans un journal qu'il y avait près de 10 000 sourds-muets au Sénégal. Après, je me suis dit que il faut que je fasse quelque chose, apporter ma modeste contribution pour l'épanouissement et la réinsertion sociale des handicapés. On avait débuté avec les sourds-muets et maintenant c'est les sourds-muets qui donnent cours aux déficients mentaux légers qui viennent ici, comme Centre Estelle, Aminata Mbaye, de ACDEM à Grand Yoff. Il y a aussi d'autres centres qui viennent de s'initier à la poterie. Et grâce à l'art, la poterie en particulier, ces handicapés retrouvent goût à la vie. Qu'un enfant sourd-muet réalise un objet et puis gagner sa vie, quoi. Voilà, gagner sa vie sur ce qu'il a réalisé, sur ses réalisations et tout. On a vraiment participé à la biennale. En même temps, je vous disais que donc les handicapés à la biennale. De tout ce que vous voyez, donc on a fait ça ici. L'initiative est salutaire, mais les difficultés ne manquent pas. Il me manque énormément de matériel. Je n'ai pas les moyens, tous les moyens. Avec le peu que j'ai, j'essaie de m'organiser pour pouvoir avancer, recruter encore d'autres personnes. Voilà, que les sourds-muets puissent donner des cours aux autres pour qu'ils puissent gagner leur vie aussi. Ici, des sculptures et poteries de tailles diverses sont exposées. Leur partition dans les activités de la 10e édition de la Biennale de l'art contemporain africain est un motif de satisfaction et d'encouragement pour les pensionnaires et encadreurs. I did not know. La page des sports, c'est avec Pape Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Alors, je vais vous faire le point sur la Ligue 1 sénégalaise avec les 2 derniers tickets qualificatifs pour les playoffs adjugés ce dimanche dans la poule B. Niary Tally 25 points, 24 points pour le Casa Sport et le Jaraaf 22 points. Se sont arrachés les Sésames. Niary Tally bat Douane 1-0, alors qu'au stade Léopold Sédar Senghor, le Jaraaf a dominé Yogo 2-0. Hambourg, Torekunda, Casa Sport ont fait match nul 1 partout. Égalisation du club de Mbour dans les dernières minutes. Du coup, Niary Tally passe avec 28 points. Le Jaraaf et le Casa à égalité 25 points. Ce sont les Verts et Blancs de la Médina qui décrochent le dernier ticket à la différence de but. Djambar et Uzo étaient les 2 équipes qualifiées pour ces playoffs du championnat national à l'occasion de cette 14e et dernière journée de Ligue 1 dans la poule A cette fois-ci. Djambar a assuré sa place après sa victoire 3-1 devant Yakar. Les Wakamois de l'Uzo, champion en titre, terminent 2e de la poule derrière Djambar. L'Uzo a surclassé le Duc, concurrent direct pour le biais qualificatif. 3-0, c'était ce samedi donc. Les autres rencontres dans cette poule A ont donné les résultats suivants. CSS Linguère 0 partout, c'était le derby du Nord. Guédiawaye 1, Gorée 0. Au classement, Djambar termine leader avec 26 points. 2e, l'Uzo, 25 points. 3e, le Duc, 24 points. 4e, la CSS, compagnie sucrière sénégalaise, 21 points. 5e, la Linguère, 18 points. 6e, Guédiawaye Football Club, 15 points. 7e, Gorée avec 14 points. 8e est relégué en Ligue 2. Yakar, 6 petits points. En France également, la 38e et dernière journée est en train de livrer son verdict avec en 2e mi-temps. Montpellier qui joue à Auxerre avec 1 partout en ce moment même. Le club de Souleymane Diawara peut se contenter de ce nul, d'autant plus que le PSG qui talonnait Montpellier. Le PSG est actuellement mené à Lorient, 1-0. Sochaux-Marseille, 0 partout, toujours en 2e mi-temps. Lille-Nancy, 4-1 pour Lille. Evian est mené sur son terrain par Brest, 1-0. Saint-Etienne et Bordeaux, 2 partout. Valenciennes, Caen, 1-0 pour Valenciennes, le club de Rémi Gomis. Toulouse est mené sur son terrain par Ajaccio, 2-0. Rennes qui mène par 3-0 devant Dijon. La finale de la Coupe d'Italie. La Juve vise le doublé et à la mi-temps face à Naples. 0 partout entre ces 2 équipes. La Juve, championne d'Italie. En titre donc, avant la randonnée pédestre, la finale de la Champions League remportée hier par Chelsea à l'Allianz Arena de Munich face au Bayern.
au bout du suspense et au tir au but, donc 4-3, un partout après les prolongations. Drogba avait égalisé, rappelons-le, pour les Blues à 2 minutes de la fin avant de marquer le tir au but victorieux lors de la série fatidique. Drogba et Sien Kalou, Obi Mikel, une Champions League aux couleurs africaines. Randonnée pédestre du club de Dieuppeul, c'était ce dimanche sur les allées Seydi Ababacar Sy. Vous aurez tout dans Planète Sport, c'est promis, des arts martiaux également avec à l'UCAD. La nuit est dédiée au Boudaka, c'est donc promis, Ndeye Fatou, c'est demain juste après l'incontournable à 20h30 précise. En tout cas, la promesse est une dette. Merci Pape Blaider, mesdames, messieurs, merci. Et nous en arrivons donc au portrait de la semaine. Pierre Goudiaby Atepa, c'est parce que l'architecte et président du collectif des cadres casamançais a prononcé plutôt un discours de rassembleur pour la paix dans la région sud. C'était lors des funérailles de l'international sénégalais Jules-François Bocandé. C'est une présentation de Fatima Ba. La paix dans notre région, la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits. Ce discours du président du collectif des cadres casamançais n'a laissé personne indifférent. La preuve, César Atoud Badiat, qui dirige l'une des ailes radicales du MFDC, a réagi favorablement à cet appel à la paix de Pierre Goudiaby Atepa. Cet architecte est né un 30 juin 1947 à Ziguinchor. Atepa, qui signifie le bâtisseur en Djola, a grandi à Dakar, plus précisément à la Médina. Après des études scientifiques au lycée Blaise Diagne, il opte finalement pour l'architecture et part faire ses études à New York. Sa thèse de fin d'études a eu pour titre « La ville idéale africaine ». Après quelques premières réalisations très remarquées, Pierre Goudiaby Atepa crée son propre cabinet en 1977 et en 1985, il fonde Atepa Technologies qui a des bureaux un peu partout à travers le monde, notamment à Paris, Beijing ou encore Djamena. L'aéroport international de Banjul, le siège de la CEDEAO à Lomé et le monument de la Renaissance sont entre autres ses réalisations. Pierre Goudiaby Atepa est marié et père de 5 filles. Voilà, merci à vous Fatima Ba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur TFM.